Mesdames, Messieurs, bonsoir, amoureux du sport. Vous êtes à la bonne adresse. Votre émission La Grande Team démarre maintenant, mais déjà, regardons le sommaire. Au sommaire, ce vendredi, LGT News. Focus avec Ben Koné et Ulrich Agodo, respectivement PCO et responsable de la commission sport de l'U-Ligue Pro. Le choix surprenant de Messi en MLS est le centre d'intérêt de notre actu. Bon début de week-end avec la 3. Des news bien fraîches pour vous, composées de judo, de basketball et de boxe. On y va donc pour LGT News. LGT News. Judo, la Côte d'Ivoire accueille le premier séminaire international pour arbitres et entraîneurs. À l'occasion de la première édition de l'Open international d'Abidjan, Abidjan African Open, couplé à la Coupe d'Afrique des cadets et juniors, les arbitres et entraîneurs de judo participeront au premier séminaire international qui leur est destiné. Ils se retrouveront à l'initiative de la Fédération internationale de judo du 11 au 14 juin 2023 dans un hôtel de la place. Il s'agit de la deuxième session cette année, après celle organisée en janvier 2023 à Coimbra, au Portugal. C'est aussi la première fois que le continent africain abrite un séminaire de telle envergure. Plus de 50 arbitres et coachs venant de 36 pays sont attendus sur les bords de la lagune ébriée. Comme au Portugal, les ateliers seront animés par des experts de la Fédération internationale. LGT News. Basketball, la FIBB fait don de lot d'équipements à Spécial Olympique Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de basketball FIBB, engagée dans les actions auprès des populations les moins nanties, a procédé à la remise d'un important lot d'équipements à Spécial Olympique Côte d'Ivoire, SOCI, qui s'apprête à représenter le pays à la 16e édition des Jeux mondiaux de Spécial Olympique prévue du 17 au 25 juin 2023 à Berlin en Allemagne. Engagée dans le championnat de basket, Pacom Akmel, gestionnaire de SOCI, a reçu des mains du docteur Roland Kwame un lot de 3 ballons, 20 maillots et 10 sur-maillots au nom du président de la FIBB, Mahama Koulibaly, en déplacement à Maputo pour prendre part au congrès de FIBA Afrique. Au nom du président de la FIBB, docteur Roland Kwame, par ailleurs, porte-parole du comité directeur de la FIBB, a prononcé des mots d'encouragement à l'endroit des athlètes qui porteront l'étendard du basketball ivoirien à ce rendez-vous. LGT News. La question LGT de ce soir, en signant aux États-Unis, Lionel Messi a-t-il fait un bon choix? Appelez-nous au 27 21 59 93 99. N'oubliez surtout pas l'indicatif plus 225 ou écrivez-nous sur la page Facebook de la 3. Ce soir, en début de mission, je suis en compagnie de Yellow et d'Orgelès. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, Marie. Comment vous allez, Yellow? Très bien, ça va. Et toi? De très belles couleurs. Oui, je suis tout en bleu, différent de tout en jaune. Oui, ça annonce quoi, le week-end? Non, du tout, parce que demain, je joue au basket. Voilà, un week-end très sportif. Oui. Basketball, Oui. le début des playoffs du basketball. Donc, demain, il y aura l'affiche dame de l'ABC contre la SOA que je vais suivre. Et puis, j'espère que la semaine prochaine, je pourrai vous faire un compte rendu très fidèle. On a confiance en vous. De toute façon, vous êtes magnifiques. Donc, je laisse vous. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Très bien. Ouais. Bon, d'accord. Vous êtes tous prêts pour les 90 minutes. On part pour le débrief des news. On commence, Yellow, avec vous, avec Nicolas Pepe. Oui, on espérait une trajectoire, ma foi, différente pour Nicolas Pepe qui était retourné à Nice, un club qu'il connaît parfaitement. Malheureusement, il a été sujet à de nombreuses blessures depuis la fin du mois de janvier. Il revenait d'une tendite au genou. C'est 2019 du côté de Nice. Nicolas Pepe, que je rappelle, a été vainqueur du prix Marc-Vivien Fouet, prix qui sacralise le meilleur à sa juste valeur. Très bien. D'Orgelès, avec vous, on parle de Naby Keïta. Ouais, Naby Keïta, formidable footballeur, bien sûr, guinéen. Il est arrivé du côté de Liverpool le 1er juillet 2018 en provenant de Leipzig. On parle d'environ 80 millions d'euros. Il y avait beaucoup d'espoir parce que c'était la figure de proue de Leipzig. Jürgen Klopp allait le chercher pour bonifier son équipe. Et puis, quand il est arrivé la première année, tout s'est bien passé. Il était parmi les joueurs clés de Jürgen Klopp. Après les années
son passé. Cette saison, bien sûr, quand vous regardez ses statistiques, c'est 13 matchs pour plusieurs blessures, seulement 488 minutes jouées, c'est peu. Allez, on sait qu'aujourd'hui, Liverpool est en difficulté. Ils ont raté la dernière Ligue des Champions. Ça s'est joué à des détails. Le Real Madrid l'a remporté. Après, les blessures répétées ont fait que Naby Keïta, vraiment, à un moment donné, est-ce qu'on va dire qu'il ne rentrait plus dans les plans de Jürgen Klopp? Non, parce qu'au milieu de terrain, ça commençait à être difficile pour avoir une place. Je pense qu'aujourd'hui, il retournait en Allemagne. Il connaît très bien l'Allemagne. Il est à Leipzig. Aujourd'hui, il y a le Werder Bremen qui lui fait appel. Je pense qu'il va aller revivre. Au-delà de tout, c'est un joueur aussi qui a presque tout gagné avec cette formation de Liverpool. Il a gagné la Ligue des Champions. C'est le premier joueur guinéen à avoir gagné la Ligue des Champions. Donc, au niveau national, on va dire que c'est une figure de proue. Mais là, il a besoin de jouer. Il y a la CAN qui se prépare. Je pense qu'aller se relancer du côté de Werder Bremen, il connaît déjà l'environnement de la Bundesliga. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour lui. Très bien. Oui, Yellow. Oui, alors, c'est vrai que ce n'est pas la soirée des cartons, mais je voudrais attribuer un carton vert au président de la Fédération ivoirienne de judo, M. Dabonné, qui, d'un avis personnel, essaie de faire revivre ou de faire vivre cette discipline en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on connaît des disciplines ou des fédérations qui ont le vent en poupe, football, athlétisme, taekwondo, mais je pense qu'avec les moyens, le peu de moyens qu'il a, il essaie quand même d'attirer des investisseurs, d'attirer des compétitions internationales du côté de la Côte d'Ivoire. Il a instauré des ateliers, il a fait participer, il fait toujours participer des athlètes à des compétitions continentales ou internationales. Je pense que c'est véritablement à saluer. Et du 15 au 18 juin, il y a l'Open international d'Abidjan qui va se tenir du côté du Palais des Sports. Ensuite, il y a la Coupe d'Afrique des cadets et juniors qui se tiendra également là-bas. Mais en prélude de ces compétitions-là, il a instauré un séminaire international des arbitres et entraîneurs. Et c'est le premier séminaire qui est organisé en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je pense qu'il est véritablement à saluer. On espère que les moyens suivront pour pouvoir accompagner les actes du président Dabonné. Effectivement, on espère effectivement. Dorgelès, on a aussi la date de la cérémonie officielle du Ballon d'Or qui est connue. Un mot? Oui, mais parce que depuis quelques années, on a décalé tout ça, donc tout va se passer en octobre, bien sûr. La difficulté cette année, parce que quand vous regardez réellement sur le plan européen, il n'y a pas de joueur vraiment qui a tout écrasé sur son passage. D'autres vont parler de peut-être à Haaland, tout et tout, mais on attend aussi la consécration au niveau de la Ligue des Champions pour voir des noms vraiment se dégager. Je pense que cette année, ça va être 50-50. Peut-être aujourd'hui, on n'a plus Cristiano, on n'a plus Messi qui est en train de partir, bien sûr. Donc, je pense que c'est du 50-50. On va attendre de voir la liste, on ne va pas spéculer, mais je pense que cette année, ça sera différent de ce qu'on a connu la saison précédente où on sait la Ligue des Champions a fait sortir Karim Benzema dans le lot. Cette année, il n'y a pas, même sur la Ligue des Champions, il n'y a véritablement pas de joueur qui marche sur l'eau, qui écrase tout sur son patin. On sait que l'équipe de Manchester City est une bonne formation avec des individualités, et qui a un goût de gain, De Bruyne, tout et tout, mais au niveau du Ballon d'Or, il y a tellement de critères qui rentrent en jeu qu'aujourd'hui, quand on regarde, on va dire que c'est du 50-50. D'autres vont parler de Mbappé. Est-ce que ça sera l'année de Mbappé ou Haaland? Mais on va attendre de voir la liste avant de pouvoir se prononcer. Pour l'instant, on connaît les dates, tout et tout. On va voir la liste venir au fur et à mesure. Yellow, un mot sur la cérémonie de Ballon d'Or? Tout à l'heure, Dorgelès parlait, il disait qu'il n'y avait pas de nom qui se dégageait. Je ne suis pas forcément de cet avis-là. Je pense que Haaland est le nom qui se dégage le plus. Il parlait d'un dernier sacre qu'est la Ligue des Champions qui compterait véritablement dans le choix du Ballon d'Or. Je suis tout à fait d'avis avec lui. Certainement que demain, on aura une idée plus claire sur les noms qui apparaîtront au plus haut de la liste. Chez les dames, il y a aussi la Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a Putellas qui est l'actuel Ballon d'Or féminin. On attendra de voir s'il y a un nouveau nom qui pourra s'inscrire, parce que je crois que c'est sa deuxième fois d'affilée d'avoir le Ballon d'Or féminin après Ada. Voilà. Après Ada, c'est Putellas qui a... je vais dire successivement, eu le Ballon d'Or féminin. Pourquoi pas avoir une Africaine, je pense à la Nigériane, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Voilà, au choix là. Voilà, je pense à elle. Mais bon,
On attendra de voir ce que ça donnera dans les grandes compétitions. Et puis, si jamais une Africaine se hisse au ballon d'or féminin, ce sera top. C'est possible, mais après, la difficulté, c'est qu'on le sait, généralement, c'est le Barça, c'est le Real Madrid, c'est Lyon. Donc, si elle n'arrive pas... Oui, c'est vrai, mais au Barça, mais après aussi, c'est des détails. Au Barça, une Africaine, c'est pas impossible. Mais on le sait, c'est comme chez les hommes aujourd'hui, à Paroya, c'est difficile pour un Africain même d'être dans le top 3 aujourd'hui. Mais c'est pas impossible. Tout est possible, mais on va croiser les doigts. L'année dernière, elle était dans le top 3. Voilà, mais bon. Donc, voilà, ça peut bouger. Par moment, on nous contente avec la 3e place, mais bon. Mais qui sait, peut-être que cette année, ça sera la 2e place et pourquoi pas même la première place. Donc dans 2 ans encore, la 2e place, ensuite la 1re place. Rien ne nous empêche de rêver, de croire que c'est possible. Allez-y pour le basket. Basket, je crois que le docteur Kwame a remis un lot de maillots, d'équipements par rapport à la participation d'un club aux Jeux Olympiques, je crois. Félicitations, bravo à la fédération qui essaie de pouvoir apporter son soutien aux différentes franges de la fédération. C'est vrai qu'il y a le championnat N1 et tout, mais apporter son soutien aux plus petits clubs, aux différents clubs de la fédération. Je crois que c'est très bien, c'est encouragé. Félicitations au président Mahama qui essaie tant bien que possible de pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Bon, merci d'Angelès et Yellow. Une petite pause, juste le temps de la pub et on se retrouve juste après. À tout de suite. Suivez la grande team. Nous sommes en direct sur la 3 et ce, jusqu'à 22 h, toujours accompagnés de Yellow et de d'Angelès. Et nous passons au focus. Pour le focus de ce soir, nous avons des invités. Oui, nos invités de ce jour ne sont autres que Koné Ben et Ulrich Agodo, respectivement PCO et responsable de la commission sport de la Ligue professionnelle des universités ou encore ULIG Pro. Pour mieux cerner les contours de ce tournoi, recevons-les sur notre plateau. Bienvenue messieurs, asseyez-vous. Bonsoir, bon micro. Bonsoir, président. Bonsoir. Bonsoir. Président. Vous allez bien? Super, ça va. Vous allez bien? Oui. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la grande team. Donc vous avez à vos côtés Yellow et d'Orgelès. Moi, premièrement, dites-nous c'est quoi véritablement l'ULIG Pro? D'accord, déjà bonsoir, merci de nous recevoir sur ce plateau. Bonsoir à tous les téléspectateurs et puis il y a la grande équipe de la grande team. ULIG Pro, c'est la Ligue professionnelle des universités. C'est un projet éducatif, sportif et socioculturel qui milite pour la promotion du sport en milieu estudiantin. Je voudrais savoir, est-ce que vous estimiez qu'il y avait un manque à combler par rapport aux étudiants? Bon, les raisons sont partagées. Le manque, il est là parce que le besoin il existe. La preuve, la première édition a suscité vraiment de l'engouement au point médiatique, au niveau des universités et tout. Et ça, on constate comme l'opinion publique qu'il y avait un besoin. Pourquoi le futsal? La raison, elle est simple parce qu'on voulait s'inscrire dans une dynamique internationale. Il faut donner la chance aux universitaires, aux étudiants, de pouvoir briller déjà sous nos tropiques en Côte d'Ivoire et pouvoir donner la chance de partir à l'étranger via les bourses d'études et continuer en sport-études de haut niveau, allier sport et puis les études. Voilà. Et quand est-ce qu'a débuté ce tournoi? Ce tournoi a débuté le 29 avril 2023. Et combien d'équipes ont y pris part? 16 universités ont répondu présentes sur 46 invitations que nous avons adressées. Nous avons reçu plus de 19 réponses. Et pour finir, on a retenu, en fonction des critères de forme et de fond que nous avons définis au préalable, 16 universités. Mais ce n'est pas la moyenne, je crois. 46, 16, ce n'est pas la moyenne. Non. Comment est-ce que vous expliquez cela? C'est pas la moyenne parce qu'il faut dire qu'on n'a pas débuté la campagne de communication plus tôt. Donc après, il faut comprendre que dans les universités, il y a beaucoup de formes de procédures. Mais au final, les 16 équipes sont là. Pour nous, c'était un grand défi d'abord d'avoir 16 universités puisqu'on a lancé le tournoi à peu près 2 mois plus tôt, avant le 29. Donc c'était un gros défi déjà d'avoir 16 universités toutes préparées avec des équipes pour une discipline nouvelle qui est le futsal, qui est malheureusement méconnu sous nos tropiques.
Donc, on y est arrivé et nous pensons que c'est déjà une grande victoire d'avoir 16 universités cette année. Et vous avez réussi à convaincre le président de la Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo. Comment, Yacine plutôt. Yacine Idriss Diallo. Comment vous avez réussi à le convaincre? Déjà, nous sommes rentrés en contact avec la Fédération ivoirienne de football. Nous avons bien évidemment produit le projet. Et puis après les échanges, nous avons vu le sérieux, le travail qui avait déjà été abattu, le travail de communication et autres. Et ils nous ont donné l'aval pour pouvoir vraiment nous accompagner dans cette initiative qui est aujourd'hui la ULIC Pro. Alors, quand on parle de futsal, on assimile directement, hein, le citoyen lambda assimile directement au Tchintchen, Cam Tchintchen, de Jonathan Morrison. Est-ce que vous avez pris attache avec lui, vous l'avez contacté ou comment est-ce que ça s'est passé? D'accord, je pense que c'est un honneur pour nous déjà qu'on parle de Tchintchen. Après, on a beaucoup d'admiration pour Jonathan et on salue au passage tout le travail abattu par son équipe formidable. Nous, on n'a pas la prétention, on a quand même invité Jonathan, tout comme toutes les autorités que nous avons contactées, parce qu'il s'agit aujourd'hui de donner un coup de pouce à ce qui existe déjà dans l'élan de mobilisation autour de la jeunesse. Je pense qu'il y a des mots aujourd'hui, il y a le stress en milieu universitaire. Donc il faut donner l'occasion aux universitaires d'avoir des moyens sains, autres que la consommation des stupéfiants, l'abus de l'alcool, pour pouvoir s'épanouir aujourd'hui et puis améliorer les résultats en milieu étudiantin. Pourquoi le centre ivoiro-coréen pour cette première édition? Il y avait le Palais des Sports, tout et tout. Bon, faut dire que nous avons visité des infrastructures. Pour cette première édition, je pense que les responsables du centre coréen nous ont véritablement aidés dans la démarche. Nous avons trouvé que le centre était un peu plus adapté à la pratique du futsal. Le Palais des Sports, il est encore plus grand. Pour une première édition, il fallait rester dans l'environnement de chaleur avec les universités et tout, vu que c'est maintenant que la discipline est connue. Donc, nous n'avons pas trouvé meilleur que l'accueil et puis les rapports avec les responsables du centre coréen, que je salue au passage, nous ont vraiment aidés dans la démarche et c'est pourquoi nous avons choisi le CESTICAO. Avec un peu de recul, comment vous jugez le niveau de la compétition? Il faut dire que nous sommes un peu surpris parce que c'est vrai que nous faisons à l'initiale la promotion du sport études. Et pour le futsal, c'est une nouvelle discipline qui n'était pas vraiment pratiquée en Côte d'Ivoire. Mais le niveau, il est vraiment élevé. C'est dire qu'il y a des talents sous nos universités qui méritent quand même, je pense, une considération particulière, qui méritent qu'on les encourage, qu'on leur offre des opportunités, au-delà des opportunités que leur offrent déjà les diplômes qu'ils ont dans les campus. Voilà. Non, je pense que... le niveau du futsal, ça existe en Côte d'Ivoire. La fédération est en train de mettre tout en place pour si vous voulez, relever ce sport-là. Je pense que c'est pour ça que la fédération aussi a décidé de vous accompagner, parce que vous, déjà, sur le terrain, c'est déjà visible et vous apportez en plus. Sinon, au niveau de la fédération, Marie-Christine, ça existe. Il y a une commission qui est chargée vraiment de cette discipline-là. Donc, aujourd'hui, quand on voit des jeunes déjà avec l'envie de pouvoir mieux faire, surtout en milieu universitaire, c'est très important parce que par moment, on le dit, on le pratique peut-être dans nos universités, mais ce n'est pas professionnel. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, c'est bien parce que voir ces étudiants-là, week-end après week-end, venir s'épanouir, et puis là, on découvre aussi des talents. Et là, félicitations. Merci beaucoup, Dorchinès. Du coup, pardon, Marie-Christine, à la pratique, est-ce qu'il y a une différence entre le futsal et le maracana? À part la salle. Oui, à la pratique, oui, parce que comme on le dit, le futsal, c'est un sport très spécifique. C'est football à joueurs réduits. On a 4 joueurs de champ, un gardien de but. La dimension des poteaux différents, 3 mètres sur 2. Donc, avec des règles vraiment spécifiques. Hein. Ça n'a rien à voir avec le maracana. Déjà, le maracana, dimension des poteaux, on sait un peu. Les règles de jeu, on sait aussi. Donc, c'est vraiment un sport à part entière. Une discipline à part entière. Dans l'organisation, comment est-ce que ça s'est passé? Les phases de poule, il y avait combien d'équipes par poule? Et est-ce que les tickets étaient payants, les tickets d'entrée? Oui, déjà pour les poules, on avait 16 équipes, comme M. Benkoné l'a dit. Nous les avons divisées en 4 poules. Donc on avait 4 équipes dans chaque poule. Nous avons joué les matchs de poule
sur une période. Et à la fin des matchs de poule, nous sommes allés à la phase éliminatoire à partir des quarts de finale. D'accord. Directement, pas oui. de huitième. Non, pas de huitième, parce que nous avons choisi 2 personnes par poule. Donc, quand les équipes sortent des poules, nous sommes à 8. Donc, nous avons attaqué directement avec les quarts de finale. Et là, le dimanche 11, nous allons sur les demi-finales et le 18, la petite finale et la finale. Ouais. Relativement au ticket, oui, bien évidemment, l'entrée est payante. 2 000 francs grand public, 5 000 francs VIP et puis VIP 10 000 francs. D'accord. D'Angeles. Est-ce que vous ne trouvez pas, bon, je ne sais pas, c'est vous qui avez décidé la formule, mais pour ce que nous avons vu durant les phases du pool, pourquoi vous n'avez pas repêché? Parce qu'il y avait des équipes classées 3e. Moi, quand je regarde, c'est ce qu'on a vu lors des quarts de finale qui méritaient amplement de jouer les quarts de finale. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher des meilleurs 3e pour, comme elle a dit, pousser encore le tournoi? Parce que, on va le dire dans l'ensemble, c'est maintenant qu'on découvre le tournoi, mais le tournoi est en train de s'achever. Je partage votre avis, M. Dorgiles, vraiment parce que l'engouement y est maintenant, que le tournoi est presque achevé. Donc effectivement, on avait pour ambition de pouvoir repêcher les meilleurs 3e, mais il s'agissait pour nous de respecter aussi notre engagement de départ. Voilà, pendant la conférence de presse de lancement du tournoi, nous avons édicté toutes les règles qui vont guider jusqu'au bout. En fait, si vous les modifiez pendant, ça ne fait pas sérieux. Et puis, on ne sait jamais, un bon 3e pouvait venir gagner le premier. Certains diront que ce n'était pas prévu au départ et tout. Donc, effectivement, il y a déjà ce point-là. Mais également, il y a eu les contraintes financières. Parce que vis-à-vis du calendrier que nous avions avec le jeu du 16 KO et tout, on avait quand même choisi 14 journées pendant lesquelles voilà, le budget avait déjà été établi. Aller au-delà, ça allait demander un financement additionnel, chose que nous n'avons pas prévu auparavant. Donc c'est ce qui a motivé peut-être le choix de poursuivre avec le calendrier que nous avons. D'accord. Monsieur Koneben, on sait que dimanche auront lieu les demi-finales, comme vous l'avez énoncé au début. Mais vous qui êtes le président du comité d'organisation, dites-nous si tout est réuni pour une belle fête finalement. Je pense que tout est réuni. Ma foi, nous discutons au quotidien avec les universités qui se sont vraiment appropriées l'ULIC Pro. Aujourd'hui, c'est eux qui font la promotion de l'ULIC Pro dans les universités et c'est vraiment fabuleux. Au point où les universités même qui sont malheureusement éliminées, qui ne partent pas parce qu'on est toujours dans la famille, ont déjà postulé pour l'année prochaine. Donc, ils ont déjà commandé des tickets en centaines. Donc, ça veut dire qu'on aura vraiment une belle fête. Et il y a de plus en plus d'engouement, surtout les partages qu'on fait sur les réseaux sociaux. Cela témoigne en fait du sérieux que nous mettons et puis de l'engouement aussi qu'il y a en face. Hello? Qu'est-ce qu'on remporte? L'argent, quoi, après le trophée. D'accord. Ce qu'on remporte d'abord, c'est une belle fête. D'accord. Voilà, une famille, c'est la famille ULIC Pro. Effectivement. Au-delà de ça, on remporte également la promotion des universités, la promotion des talents, de beaux footballeurs que nous voyons. Et quand même un accompagnement financier que nous avons prévu. Pour le premier, ça sera une cagnotte de 5 millions. Pour le deuxième, ça sera 2 millions. Et pour le troisième, 1 million. On a prévu également 1 million pour la meilleure équipe du tournoi, c'est-à-dire en termes de fair play, mobilisation, la mieux intégrée, celle qui participe aussi avec nous dans l'organisation, dans la réussite de ce tournoi. Il n'y a pas d'équipe féminine à vous entendre. Maintenant que vous voyez que les lots sont considérables, non, j'allais en venir parce que non, c'est une question, c'est vrai, c'est une question sur le genre, mais il n'y a pas d'équipe féminine, les dames ont été lésées. Pour la première édition, nous n'avons pas prévu d'équipe féminine. Et pour la deuxième édition, pour la prochaine édition, on va voir, on va réfléchir, on verra bien. Vous avez intérêt. Mais je pense, je vais signifier quelque chose. Parmi les hommes cette année, il y a une femme qui a joué. Une femme coach, il y a une femme même qui a compéti aussi avec les hommes. L'équipe, par exemple, voilà, parmi effectivement. les hommes, il y avait une femme qui était pour nous, notre chouchou, l'ambassadrice que je salue d'ailleurs. C'est réglementaire? Oui. Bon, nous, on n'a pas de soucis. On a quand même pas de soucis avec. Ok. Je ne me trompe pas aussi, UCI avec Yasmine, oui. Yasmine de UCI, oui. Saluons également. Non, avoir une coach, d'accord, mais avoir une équipe mixte. Avoir une équipe... Oui, mais ça peut arriver. C'était un peu pour dire que également on pense aux dames. Et vraisemblable. Non, mais pensez véritablement aux dames en faisant une équipe féminine même. Oui, c'est pensé. Je pense que dans le plan de développement, on pense également à la promotion des dames. Parce que déjà, elles contribuent beaucoup en termes
d'ambiance, de mobilisation et tout. Donc il serait vraiment intéressant qu'on pense également aux dames, donc avec la fédération. Et puis voilà. Je pense qu'on va penser à ça. Très bien. Donc, je laisse une dernière question. Les difficultés rencontrées rapidement, parce qu'on était là-bas, par moment, on a vu des choses. Mais qu'est-ce que vous avez vu? Non, mais c'est pourquoi je demande, quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Mais vous ne rencontrez aucune difficulté dans l'organisation du tournoi. Bien sûr, vous savez, toutes les grandes choses sont difficiles au départ. Il n'y a aucune saveur, aucune victoire n'a de saveur sans difficulté. Donc aujourd'hui, pour nous, les difficultés, on les voit plus comme des leçons, parce que c'est une première édition. Il y a des ratés, forcément, il y a des ratés partout. Mais bon, après, on a une formidable équipe, on communique beaucoup d'amour entre nous, on se soutient. Donc, on espère et on a bonne foi que les éditions prochaines seront meilleures. Et on espère que dans 50 ans, on parlera également de Ulipro comme une institution, pas essentiellement autour de Ben Koné ou d'Ulrich Agodo, mais quand même... Vous pensez que le tournoi sera institutionnalisé? Oui, notre ambition, c'est de l'institutionnaliser. D'accord. Ok. Bon, un mot de fin, Président? Bon, là, je vais juste inviter toutes les universités et la jeunesse à venir au CSC Tikao, juste à l'entrée du plateau à Djamé, pour soutenir les équipes qui sont qualifiées pour la demi-finale. Et déjà, c'est le dimanche 11 juin à partir de 14h et le 18 pour la petite finale et la finale. Voilà. D'accord. D'accord, moi, c'est un mot déjà à l'endroit des universités pour attirer un peu l'attention sur la nécessité de la pratique du sport dans les calendriers universitaires. Aussi, un message d'espoir aux plus jeunes pour leur dire qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'abandonner les études pour pouvoir prétendre à être un sportif de haut niveau. On peut allier les deux aujourd'hui et à tout le monde, à tous les partenaires qui s'inscrivent dans une dynamique axée sur la jeunesse et sur les étudiants à nous rejoindre du côté de CETICAO pour une très belle fête. Merci. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, merci. Merci à vous pareillement, mais on n'est pas parti sans vous offrir quelques présents. Donc, ah bon? Voilà. D'accord, bon, nous on aime les présents ici sur le plateau de la grande team, n'est-ce pas Yellow? Oui, on aime les présents et non les passés. Notre Miss Cadeau. Oui. Ah, bienvenue à la Miss Cadeau. Il y a des femmes dans l'équipe. Hein. Oui, on voit ça. Quoi, les femmes sont efficaces. Merci beaucoup à vous. Merci, M. Dorgilès. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Et puis, bonne fête pour ce week-end. Merci beaucoup, on vous attend. Et vous venez ici quand vous voulez, c'est chez vous. Merci beaucoup. On marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. À vos panonceaux, mesdames, messieurs, en signant aux États-Unis, Lionel Messi a-t-il fait le bon choix? Un oui pour Ballot, oui pour Yellow, bon oui pour tout le monde. Dorgelès, pourquoi oui? Oui, parce qu'il n'a plus rien à prouver en Europe. La preuve, il est resté en France 2 ans. On a vu ce que ça a donné cette saison. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'âge commence à rattraper. Et puis, c'est pas forcément des envies d'ailleurs, mais on comprend qu'à un moment donné, c'est le moment de commencer à se préparer à raccrocher les crampons parce que jouant en Europe encore, il y a l'intensité, il y a toujours, on dira Messi, il faut toujours prouver saison après saison. Après 10 ans à régner, on va dire, en Europe, je pense que ça commence à s'essouffler. La preuve, il est venu en France, on se disait que ça sera les 40 buts, 50 buts par saison, mais on a vu que vraiment, ça a commencé à être difficile pour Messi de pouvoir enchaîner une saison à 20 buts. Donc, quand vous regardez ça venir, je pense que vis-à-vis de l'Europe, je pense qu'il n'avait plus rien à prouver. Il fallait aller quelque part où vraiment il n'y avait pas week-end après week-end cette pression-là, parce qu'on a lu ça et là. Même à un moment donné, la vie de famille, ça devenait difficile parce que c'était Messi. Et puis c'est en France où vraiment les médias décortiquent tout, différent peut-être de l'Espagne. Donc moi, je pense qu'au bout de 2 saisons, il a jugé bon vraiment de sortir un peu de la lumière, aller du côté des États-Unis. Là-bas, ça sera différent avec la famille. Je pense que c'est un bon choix. Ballot? Oui, déjà, il faut savoir que les États-Unis sont une destination privilégiée par rapport, déjà, dans un premier temps, à l'Arabie Saoudite. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a un certain nombre de restrictions qui peuvent ne pas permettre à la famille de Léo Messi de s'épanouir. Il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, il y a une interdiction pour les femmes de conduire des voitures.
Donc ça, c'est premièrement, ça peut être un obstacle pour Madame Léo Messi Antonella qui aime bien faire le shopping, bien faire les boutiques. Alors qu'aux États-Unis, déjà, la Floride est l'un des États les plus riches des États-Unis. C'est d'abord l'État du futur candidat à l'élection présidentielle américaine, Ron DeSantis, en ce qui concerne les primaires républicaines. Ouais. Et déjà, il faut savoir qu'en Floride, il y a la ville de Miami. Miami, il n'y a pas plus beau que Miami dans le monde entier, avec la plage de South Beach, avec le soleil. Ah, non, oui, non. oui, oui. Il y a Assini qui est oui, bon, en tout cas, oui, il y a Assini, mais en tout cas, la Floride, Miami, c'est pas mal. Avec la plage de South Beach, il y a des kilomètres de plage en Floride, donc ça, c'est déjà bien pour la famille. Et ensuite, en ce qui concerne le sport, il faut savoir que les États-Unis sont aujourd'hui un pays émergent du football masculin. Au féminin, le football les États-Unis sont une grande nation de football avec Megan Rapinoe. Mais en ce qui concerne les hommes, il faut savoir que de plus en plus, il y a un intérêt aux États-Unis. Dans mes recherches, je suis tombé sur une enquête du 17 novembre 2022 qui dit que 31% des Américains sont maintenant fans de football. C'est un record historique. Wow. Et il faut savoir que de 90 à 2017, le nombre de personnes reconnaissant le football comme sport favori a été multiplié par 7. Donc on voit que le football devient de plus en plus populaire aux États-Unis. On se rappelle qu'Alexander Seferin, le patron de l'UEFA, a dit qu'il n'écartait pas la possibilité d'avoir une finale de Ligue des Champions pour la saison 2025-2026 aux États-Unis. Sans compter que les États-Unis font partie des pays qui vont organiser la Coupe du Monde en 2026. Donc on voit que c'est un pays qui est de plus en plus, qui gagne en popularité, où le football est de plus en plus populaire, mais qui est un pays aussi qui est émergent dans l'optique du fait qu'il y a un peu plus de fans de football de plus en plus d'année en année. Donc c'est important aussi d'aller dans un championnat où il y a un peu plus d'engouement. Et sportivement aussi, il faut dire qu'il n'y a rien à dire par rapport à ce qui est proposé, par rapport au contrat de deux entreprises majeures du monde entier où il y aura des bénéfices importants pour lui. OK. Bon, Begoyago Yolo, avant de venir à vous, nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute-puissante Marie-Christine. Comment vous allez, M. Kofi Mathieu? Je vais bien. Et chez vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Je salue la grande team. Bonsoir, monsieur. Salut. Bon, on vous écoute. Est-ce qu'en signant aux États-Unis, Lionel Messi a fait un bon choix? Oui, moi je crois qu'il a fait un bon choix. Je l'ai dit lors d'une émission. Oui. Quand les supporters ont commencé à le huer à Paris, là. Oui, oui, oui. On avait fait une émission là-dessus et j'ai appelé pour dire que le moment est arrivé pour qu'il sorte de Paris sans avoir trop honte. Parce qu'à l'époque, j'avais dit la petite honte valait mieux que la grande. Et vraiment, il m'a compris, heureusement. J'avais proposé qu'il parte aux États-Unis, c'est là-bas qu'il est parti. Il a passé sa jeunesse à fournir assez d'efforts. Il a glané tous les lauriers qu'il fallait en tant que footballeur. Le moment est arrivé pour qu'il se repose un peu dans un championnat qui n'est pas trop difficile. Et comme lui-même il a dit, il pourrait accompagner ses enfants à l'école maintenant avec beaucoup d'argent. Donc je suis entièrement satisfait pour son choix. D'accord, ok. C'est noté. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci à vous aussi et puis bon week-end. Merci, merci. Oui, Begoyago. Non, moi je pense que c'est le choix de la maturité. Hein. Comme l'ont dit Edouard Gélès et Balo avant moi, c'est le choix de la maturité. Quand aujourd'hui, à plus de 36 ans, vous avez tout gagné en Europe, quel est votre principal objectif aujourd'hui? C'est de permettre à votre famille de bien vivre. Messi a longtemps pensé à lui en gagnant 7 ballons d'or, peut-être 4-5 souliers d'or. Aujourd'hui, il pense à sa famille, il retourne aux États-Unis. On voit qu'aujourd'hui, depuis mercredi, on connaît l'Inter Miami, mais à cause de Messi, il donne une visibilité extraordinaire à cette Major League. Pour moi, je pense que c'est l'endroit idéal pour lui, pour sa famille. Tu as parlé d'Assini, mais Floride, vraiment. Miami, c'est autre chose. Apparemment, Marie-Christine Begré et Balo ont déjà visité les plages de Miami. Oui, effectivement. On a déjà tous visité, mais j'aurais su Assini. Cette visibilité-là, je pense qu'aujourd'hui, pour lui, vraiment, c'est un bon choix. Le choix de la raison, de la maturité pour Messi, pour sa famille. Parce qu'on joue au football aussi pour sa famille. S'il y a ce cocon familial-là, on voit sur cette vidéo où il jouait avec ses enfants. Avec ses enfants, pendant 2 ans, il n'a pas fait du côté de Paris avec la pression.
pour moi, c'est un très bon choix. Très bien. On a monsieur Seka Romaric qui appelle d'Azopé. Monsieur Seka Romaric, bonsoir. Oui, c'est monsieur Seka. Oui, vous allez bien, monsieur Seka? Oui, oui. D'accord, ok. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Oui, merci. D'accord. Bon, on vous écoute. Est-ce que Lionel Messi a fait un bon choix? Vous pouvez vous éloigner du bruit, s'il vous plaît, sinon on sera obligé de couper l'appel. Ok. Messi a fait un bon choix de quitter le PSG. Parce que c'est un club qui ne connaît pas sa valeur. Parce qu'il a tout fait pour le PSG, mais c'est Mbappé en mettant en valeur. Donc, il a tout fait pour le PSG, mais c'est Mbappé en mettant en valeur. Donc maintenant, il a bien fait de partir à Miami. Nous sommes contents, nous les supporters de Messi. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça. D'accord. Et puis, salut tout le monde là-bas. D'accord. Tout le monde. Bonsoir, monsieur. Okay. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, je connais Romaric, il était à Zopé. Hein. Romaric Beda, on a compris. D'accord, c'est bien compris. Merci. Allez, bon week-end. Je cherchais même, il me parlait Romaric Beda, notre collègue. Oui, Yellow. Au risque d'être répétitif, je crois qu'il a fait un choix pas seulement que financier, mais un choix plutôt familial, parce que dans l'interview qu'il a eu à faire, il disait que sa femme n'était pas pour d'autres destinations que la Floride, parce que j'avais lu, je crois qu'il a déjà une habitation même en Floride depuis 2 ans. Donc, c'est un environnement qu'il maîtrise parfaitement et loin de la pression. C'est vrai que c'est très paradoxal par rapport au niveau de Lionel Messi et le club dans lequel il va évoluer, mais je pense qu'il a mis, il y a beaucoup plus de raisons familiales qui ont pesé pour ce choix à Miami. Et pourquoi le Barça n'a pas réussi à faire revenir Messi à la maison d'Angeles? Moi, j'ai regardé quelque part en haut, Messi parlait pour dire, je pense que quand je fais le résumé, il parlait de l'administration. D'autres à l'intérieur n'ont pas digéré son départ. Okay. Parce que lui voulait rester, d'autres non, il faut partir, il faut rester. Quand je fais un peu le résumé, il parlait comme ça que le conseil d'administration du Barça, il ne voulait pas de lui, tout comme à l'époque où il ne voulait pas partir, qu'il devait partir. Donc j'ai l'impression qu'on va dire entre parenthèses, on a gardé quelque chose de son départ. On n'était pas d'accord, il est parti, et là on regarde pour un retour, d'autres sont d'accord, mais quand il regarde l'environnement du Barça, il a l'impression qu'on ne veut pas de lui. C'est comme ça quand je fais la lecture, quand je regarde. Mais on peut se poser beaucoup de questions. J'ai vu quelque part qui disait aussi que ce n'était pas forcément le côté financier, parce que la Liga, ils avaient trouvé des solutions pour qu'ils puissent revenir à la maison. Mais s'il y a un problème au niveau du conseil d'administration, ça sera difficile quand même pour le Barça de le faire revenir, parce qu'il n'y a pas que le président dans le conseil. Forcément, il va falloir discuter, s'entendre pour le retour de Léo Messi au Barça. Donc quand on veut regarder, je pense qu'au fond, quand on élargit tout ça au niveau du conseil d'administration, peut-être qu'il y a des individus à l'intérieur qui ne voulaient plus du retour de Messi, qu'on voulait passer carrément à autre chose. D'accord. On a M. Kwasi qui nous appelle de Ménégbé. M. Kwasi. Oui, bonsoir madame. Bonsoir M. Kwasi. Comment vous allez? Oui, ça va. Bonsoir la grande team. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Kwasi. Bon, M. Kwasi, on vous écoute. Est-ce que Lionel Messi a fait le bon choix en allant aux États-Unis? Donc, bon, pour moi, je dirais non. Parce que moi, je voulais voir Lionel Messi en Arabie Saoudite. C'est le même championnat que Cristiano Ronaldo. Pour un peu concurrencer. Sinon, aux États-Unis, là, moi, je trouve ça un peu éthique. S'il partait en Arabie Saoudite, je trouvais que c'était mieux pour lui qu'aux États-Unis. D'accord. OK. Merci beaucoup, M. Kwasi. OK, merci. Bonne émission. Merci beaucoup. Bon, M. Kwasi, lui, il voulait revoir la bataille Ronaldo-Messi. Oui, en tout cas, du côté du FC Barcelone, le club a fait un communiqué. C'est un autre son de cloche pour le Barça. Clairement, il y a une proposition qui a été faite, qui a été refusée par Lionel Messi et son père, qui ont préféré privilégier la destination États-Unis. Elles l'ont dit dans le communiqué du Barça. C'est le lundi 5 juin
que le père de Lionel Messi est entré en contact avec le club barcelonais pour signifier le choix, la priorité faite aux États-Unis par Lionel Messi. Donc il y a deux versions différentes. Celle du Barça où on dit que le clan Messi a refusé une proposition, et celle de Messi qui dit que pour lui, le Barça n'était pas un club prêt à 100% à l'accueillir. Il veut faire référence à l'aspect financier, à tout ce qui est administratif. Oui, j'ai quelques termes de Lionel Messi. Il a dit en ces mots, la vérité est que l'aspect économique n'a jamais été un problème pour moi ou un obstacle à quoi que ce soit. En fait, nous n'avons même jamais parlé du contrat. On a parlé d'une proposition, mais il n'y a jamais rien eu par écrit parce que nous ne savions même pas si c'était possible. Il y a certainement des gens qui ne veulent pas que je revienne. Tout comme avant, ils ne voulaient pas que je reste quand j'ai dû partir. Mais il y a certainement des gens au sein de la direction qui ne veulent pas que je revienne, qui pensent que mon retour ne serait pas une bonne chose. Non, mais je pense qu'il faut dire, il y a ce qu'a dit Yelo qui est vrai, mais il y a aussi la pression due au retour de Messi. Vous savez qu'aujourd'hui, les sociaux sont exigeants. Hein. Le Barça n'a pas gagné depuis longtemps. Le retour de Messi allait amener beaucoup d'espoir. Est-ce que Messi était prêt à cette pression populaire autour de son arrivée, autour de son retour? C'est une grande question. Je pense qu'aujourd'hui, il a dû comprendre qu'à 36 ans, ça va aussi très difficile pour lui de maintenir ce cap, de maintenir cette exigence du haut niveau. Donc il a préféré quand même partir. Mais c'est comme l'a dit Edouard Gélès et Yolo, il y a tout cela. Mais je pense que pour moi, c'est cette pression populaire autour de son retour, cette exigence du résultat du Barça qui veut regagner l'Europe, qui a quand même dit à Messi aujourd'hui, il n'a pas encore ce niveau, il n'a plus ce niveau-là pour pouvoir amener ce Barça à un très haut niveau. Donc pour lui, aller à Miami est la meilleure solution. Donc je laisse juste une seconde. On a M. Kwaku qui nous appelle de Makori qui est en ligne. Monsieur Kwaku, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez, Monsieur Kwaku? Très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Bon, la grande team vous salue. Oui, salut toute la grande team. Bonsoir, Monsieur Kwaku. On vous écoute, Monsieur Kwaku. Est-ce que Lionel Messi a fait le bon choix en allant aux États-Unis, en signant aux États-Unis? Oui, je dirais que pour la circonstance, il a fait le bon choix. Puisque son désir le plus ardent, c'était de revenir à Barcelone. Et Barcelone n'ayant pas rempli les conditions pour lui permettre de venir. Parce que l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que le président Laporta ne joue pas franc jeu avec... n'a pas joué franc jeu depuis 2021 d'ailleurs, depuis son élection. Il n'a pas joué franc jeu avec la famille Messi. Il n'a jamais voulu que Messi reste à Barcelone. Parce qu'il avait une crise financière. Donc il a tout trouvé. Le coupable, c'était Messi qui avait le plus gros salaire du club. Donc il fallait s'en débarrasser. J'ai dit à Messi aujourd'hui qu'il faut revenir à Barcelone et que pour qu'il revienne, on doit chercher des joueurs, on doit faire partie des joueurs, on doit diminuer le salaire des gens. Dans cette condition-là, si le gars revient, je ne pense pas qu'il sera le bienvenu au sein du groupe. Donc il a préféré faire le choix qui juge le mieux pour lui, puisque depuis 2 ans d'ailleurs, David Beckham et lui sont en contact pour qu'il puisse terminer sa carrière au niveau de la MLS. Donc je pense qu'il a fait le bon choix pour éviter qu'il soit un bouc émissaire encore au niveau du Barça, comme il a été au niveau du Paris Saint-Germain. Mais je voudrais dire pour terminer que Messi, comme on nous le dit, il est fatigué, il a vieilli. Non, je ne suis pas d'accord avec ce fait. Il a encore ce qu'il faut en lui pour être ce qu'il était comme avant. Il n'a que 6 mois, ce monsieur-là a été meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il n'y a que 6 mois. Donc ça veut dire que s'il est dans un environnement où on lui donne tout, où on le met dans les dispositions qu'il faut, il a encore la capacité de prouver et de faire ce qu'il a fait par le passé. Mais pour moi, je pense que dans cette circonstance, il a fait le choix de pouvoir se retirer avec sa famille et puis aller dans un environnement où il trouvera la paix. D'accord. Merci beaucoup, M. Kwaku. Merci bien, madame. Oui, moi, je partage parfaitement les propos de Begré, mais en même temps, je voulais dire quelque chose par rapport à ce que l'invité vient de dire. Mais on ne va pas jouer au haut niveau pendant 20 ans et puis l'équipe va se mettre à la disposition d'un seul joueur. Je pense qu'à un moment donné, c'est pourquoi on parle je dis ça en gris, on parle de passation de charge. À un moment donné, il y a une transition. On se rappelle de l'époque de Ronaldinho, mais à un moment donné, quand on a senti que Ronny était sur le déclin, on a commencé à préparer Messi pour prendre la relève. On ne va pas permettre à Messi de jouer pendant 20 ans au haut niveau et toute l'équipe au service de Messi. Non, la preuve. Quand il est arrivé comme une superstar au niveau du Paris Saint-Germain, on s'est dit qu'avec les Ramos, les Donnarumma, on allait apporter un plus, mais au finish, on a commencé à voir que Messi était en deçà de ses statistiques. Et il y a un garçon comme Kylian Mbappé qui est monté en puissance, mais quand le club regarde ça, on commence à préparer la transition de Mbappé. Aujourd'hui,
se retrouver du côté de l'Inter Miami, c'est une bonne chose. Et Yelo a dit quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, s'il retourne au Barça, c'est les salaires qu'on va diminuer, on va essayer de faire partie d'autres pour rééquilibrer. Et j'ai lu quelque part pour dire, quand c'est comme ça, il a l'impression que ce sont des gens qui décident pour lui. Là où il est arrivé, il veut décider pour lui-même. On te pose un contrat, si tu veux partir en Arabie Saoudite, je pars. Mais attendre qu'on puisse faire partie des joueurs du Barça, pour que la Liga essaie voilà, pour que tout ça, on puisse rentrer dans la grille salariale pour faire venir Messi. Finalement, quand vous êtes dans le vestiaire, les autres vous regardent comment? Oui, on était là, on était tranquille. Et Messi, parce que Beugre aussi l'a dit, quand vous revenez, l'objectif pour le Barça chaque année, c'est la Ligue des Champions. Est-ce qu'il aura le niveau qu'il a connu au Barça? Et tous ceux qui ont fait les comebacks au niveau de leur club de cœur ont toujours échoué. La majorité. Quand vous partez, on a connu Didier Drogba. Avec Chelsea, quand il est parti, sa première année qu'il est revenu, c'était difficile. Il a fallu pour Drogba en 2012 pour aller chercher, comment on appelle, la Ligue des Champions. On se rappelle de tous ces grands joueurs qui sont partis, mais quand vous revenez dans votre club de cœur, c'est différent. Voilà. D'accord. On a M. Bakayoko qui nous appelle de Yopougon. M. Bakayoko, bonsoir. M. Bakayoko? Oui, je vous en prie. Je salue toute la cantine. Bonsoir, M. Bakayoko. On vous écoute, M. Bakayoko. Oui, tout le plaisir pour moi. Oui. Mais moi, je crois que dans toute chose, il faut savoir partir. Le Messi de 30 ans, 32 ans, 33 ans, ça ne sera plus comme le Messi de 36 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a vraiment encore un peu de tonus dans les jambes, mais ça ne sera plus comme au temps de Barça. Vous vous rappelez de Zidane qui est parti en plein chose, où il a pris le Champions League 3 fois. Quand il est revenu, voilà comment il a été traité. Et puis il était obligé maintenant de démissionner. Tous ces grands qui sont partis pour revenir là, ça n'a pas été comme avant. Mais si aujourd'hui il a bien fait, il fait bien de partir à Miami, aux États-Unis. On dit aujourd'hui que non, il devait aller en Arabie Saoudite. Messi a prouvé au Barça qu'il a plus de chances. Il n'est pas plus fort que Ronaldo, mais qu'il a plus de chances que Ronaldo. Parce qu'il a toujours prouvé. Il a été plus en avance que Ronaldo. Pourquoi aller encore batailler encore Ronaldo sur à chose? C'est pas possible. Il a bien fait de partir à Miami. Là-bas, il est tranquille. Il joue son ballon comme il se doit. Et puis, il va avoir encore plus de mérite encore là-bas. D'accord. Donc, moi, je pense qu'il a bien fait d'aller aux États-Unis. Il a bien réfléchi, en tout cas. D'accord, ok. Merci beaucoup, M. Bakayoko. Merci, pour tout le plaisir pour moi. Et Marie-Christine, moi, j'aimerais revenir sur ce que l'appelant précédent a dit. J'ai trouvé ses propos un peu radicaux par rapport aux responsables du départ de Lionel Messi. C'est pas du tout Joan Laporta, c'est plutôt Bartomeu qui a foutu en l'air les comptes du club, qui a mis le Barça dans un état incroyable financièrement, pratiquement mis le club KO. Joan Laporta a toujours manifesté sa volonté de garder Lionel Messi. La preuve, il y a eu des accords, il y a eu plusieurs négociations qui ont failli aboutir, puisque Léo Messi avait accepté de baisser son salaire de 50%, mais sauf que la Liga est passée par là, par l'intermédiaire de son président Javier Tebas, qui a estimé que les comptes du club du Barça n'étaient pas viables pour garder Lionel Messi en son sein. Donc je pense que ce n'est pas la faute de Laporta, c'est à la fois la faute de Bartomeu et de la Liga qui n'a pas, si vous voulez, été souple dans les conditions pour permettre au Barça de garder Lionel Messi. D'accord. Sportivement, que gagne Messi à jouer dans le championnat américain? Non, mais beaucoup d'argent. Aujourd'hui, sportivement, pas financièrement. Non, sportivement, aujourd'hui, il va rien gagner, mais c'est une visibilité quand même pour la Major League, parce qu'on sait que c'est un des plus grands joueurs de l'histoire qui vient du côté des États-Unis. Donc, il y a déjà cette visibilité-là. Ouais. Il y a la billetterie, il y a le merchandising, c'est-à-dire que les maillots, il y a tout ça, il y a les droits télé. Donc, déjà, sa venue apporte un plus extraordinaire. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne vient pas comme ça, il vient en apportant un plus, de l'impact médiatique. Et quand vous avez l'impact médiatique, vous avez des partenaires, vous avez des sponsors qui viennent se greffer à ce championnat-là. Il y a plus de visibilité. Oui, mais moi j'aimerais rebondir pour dire que je me demande pourquoi on se pose la question de savoir ce que Messi gagne sportivement. À son âge, il n'y a rien à gagner sportivement. Il a gagné la Coupe du Monde, il a été 7 fois Ballon d'Or.
Il a gagné la Ligue des Champions. Donc, je me demande à son âge, au vu de son palmarès, qu'est-ce qu'il peut encore gagner sportivement? Oui, mais il continue de jouer pour se faire de l'argent, pour avoir une retraite dorée demain. Voilà, je pense que c'est l'objectif. Le plan sportif ne l'intéresse plus. Oui, mais bien sûr. C'est juste gagner de l'argent. Excusez-moi, attendez, c'est valable pour l'ensemble des carrières professionnelles. À la fin de carrière, qu'est-ce qu'on veut gagner professionnellement? Si ce n'est de l'argent pour garantir à sa famille encore plus d'aisance financière, encore plus d'aisance de vie quotidienne. C'est valable pour tout, mais bien sûr. Donc finalement, l'heure de la retraite de la Poulga a sonné, on va dire. Oui, mais bien sûr, mais il est conscient de ça. Là où il est, il n'a bien sûr. Jusqu'à 100 ans, il peut s'occuper de sa famille. Il faut arrêter. L'argent ne suffit jamais. L'argent ne suffit jamais. On finit jamais de gagner beaucoup d'argent pour être encore plus à l'aise. On le sait. Très souvent, la famille est exigeante. Ses enfants sont à un âge... Les enfants sont exigeants aussi. Pardon? Les enfants sont exigeants. Oui, mais même madame et surtout les enfants qui sont encore jeunes doivent encore avoir, je pense, un avenir meilleur, même s'ils sont pas du tout lésés, mais ça ne suffit toujours pas, je pense. Yelo, vous ajoutez quelque chose? C'est plus le choix financier. J'abonde dans le même sens que Balo, parce que même actuellement, le club est dernier du championnat. Donc, je vois pas le miracle que Messi pourrait faire du côté des États-Unis. C'est plus financier. Voilà. D'accord. Bon, le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. En tout cas, c'est parfait. Il a bien réfléchi par rapport à sa famille. Et puis, bon, s'il a la chance encore que les gens jouent pour lui, parce que où il est à son âge, là, ça ne lui permet pas de courir à droite, à gauche. Voilà. Je crois que le choix est bien. Messi, c'est le meilleur joueur au monde. Si aujourd'hui le Paris Saint-Germain a interrompu son contrat ou son contrat a pris fin, c'est bien qu'il aille se chercher aux États-Unis. C'est mieux que de rester dans les pays arabes où on ne peut pas faire de promotion. Aux États-Unis, il peut encore exploser et pourquoi pas même revenir en Europe. Il peut le faire. Donc je pense qu'il a fait un bon choix. C'est vrai, Messi a fait le bon choix parce qu'il a tout gagné dans sa vie. Il a pris la Coupe du Monde, il a pris la Champions League, il a été champion plusieurs fois dans son club. Donc je pense qu'il est l'heure qu'il passe se chercher ailleurs. Et même si ce n'est pas en Espagne, aux États-Unis, c'est bon. C'est bon. Là-bas, il va finir sa carrière tranquillement parce qu'il n'a plus rien à prouver. D'Angeles. On n'a plus rien à prouver. Non, mais on a toujours quelque chose à prouver. Voilà, quand vous jouez au football, il y a des records et tout ça, il faut aller les chercher. Il n'a pas arrêté avec sa sélection. Donc pourquoi on me dit qu'il y a... Non, il y a la sélection qui est là, il y a la Coupe du Monde, on ne sait jamais. On ne sait jamais pour ces joueurs-là. Pourquoi pas une dernière Coupe du Monde? Parce que cette année, on va dire, il a forcé, il a gagné. Donc voilà, on dit l'appétit vient en mangeant. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait revenir en Europe? Non, loin de ça. Loin même. S'il s'amuse, je pense qu'il va le regretter. Je pense que, comme il a dit, qu'il reste là-bas, tout doucement. J'aurais, pourquoi pas, fini même au pays, aller en Argentine. Dans son premier club, quand il était encore du côté de l'Argentine, et terminer tout doucement avec la famille. Moi, j'aurais aimé, mais revenir en Europe, bon, je rejoins Balo. Pour quel challenge? En Europe? Donc, non, je pense qu'il reste là-bas. Et il n'a pas les conditions physiques pour moi pour revenir en Europe. Ouais. Il est très loin de son meilleur niveau. Donc, ça sert à quoi de revenir en Europe avec toute l'intensité que ça comporte. Mais en plus, moi, j'aimerais revenir sur ce que Dorgeles a dit. Il a parlé de l'équipe nationale d'Argentine. Il faut dire que Lionel Messi s'entête. Sinon, il est conscient qu'il doit aller à la retraite. Mais il a déclaré qu'il souhaite évoluer avec l'Argentine, avec ce statut de champion du monde. Pour lui, c'est symbolique, c'est important. Sinon, c'est clair que dans 2 ans, je pense que Lionel Messi, d'une manière sage, va se retirer. On ne va pas le pousser à la retraite, c'est ça que je voudrais le sache. Il va décider de partir. Ça, c'est les grands joueurs. On ne va pas le pousser à la retraite. Et partout où il passera, on ne le poussera pas à la retraite. Il va décider de partir, il partira. Mais je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, l'Argentine a besoin de lui. Pour un temps, c'est vrai qu'il a gagné la Coupe du Monde, c'était son objectif ultime. Ouais. Mais il doit amener cette génération vers la Coupe du Monde 2026. J'espère qu'il sera là pour les pousser, mais jouer cette Coupe du Monde 2026, au niveau physique, ce sera vraiment difficile. On attend de voir donc. Bon, passons au deuxième sujet de l'actu de ce soir et c'est la finale Ligue des Champions UEFA. La 68e finale de la Ligue des Champions de l'UEFA se déroulera ce samedi au stade olympique Atatürk d'Istanbul. Manchester City tentera de décrocher sa première étoile dans la compétition face à l'Inter Milan, déjà sacré à 3 reprises. Madame, messieurs, comment vous voyez cette finale? Yelo.
Une finale très relevée. Au vu du pédigré des deux équipes qui se rencontrent, Manchester City et l'Inter Milan, au vu de leur effectif, au vu du prestige de cette compétition et surtout au vu de l'enjeu pour l'une de ces équipes. Bon, pour les deux équipes, parce que Manchester City cherche sa première étoile. L'Inter Milan, c'est vrai qu'ils ont été sacrés à 3 reprises, mais l'Inter Milan était une équipe oubliée de cette compétition. Ouais. Elle revient et elle arrive jusqu'en finale. Donc pour moi, ce sera une finale très enlevée, très rythmée, avec assez d'impact physique. Et j'espère avoir beaucoup de buts dans cette finale. On espère tout ça. Begoyaro, oui? Non, c'est une finale entre deux styles de football. Hein. Le football de possession, et puis le football qui sait attendre, qui sait souffrir, qui est l'Inter de Milan. Donc je pense que ce sera un match vraiment très difficile pour les deux équipes. Mais plus de pression sur le City de Pep Guardiola qui court après son premier trophée. Mais c'est une équipe qui est préparée pour cette finale. C'est une équipe qui va aller vers le triplé. Donc elle mettra tout en place. Mais devant, nous avons l'Inter, une équipe, la surprise de cette Champions League-là, qui a battu son rival et qui est aujourd'hui en finale. Pour moi, il y aura deux choses dans cette finale. Si le City de Pep marque le premier but, la finale sera facilitée. Mais si elle encaisse, elle devra batailler dur parce que cette équipe essaie de défendre et jusqu'à laisser sa vie. Donc je pense que c'est une finale. 60% quand même pour Pep et 40% pour Pippo Inzaghi, Simone Inzaghi. Est-ce que vous pensez que l'Inter de Milan a les armes pour contrarier Haaland et ses coéquipiers d'Orgelès? Marie-Christine, une finale, ça se gagne et une finale se joue sur des détails. Haaland, pas Haaland, je pense que ce match sera, il a dit, soit Pep se facilite la tâche d'entrée de jeu, il marque le premier but et c'est fini. Sinon, si c'est le contraire, que cette équipe commence à douter, parce que l'Inter de Milan, ils sont habitués. Sur un coup de pied arrêté, le ballon peut finir au fond des filets et il n'y a plus de match. On se rappelle de cette finale-là avec les Diego Milito. Mais attention, quand Mourinho a marqué ce but-là, la défense est devenue latéral droit. C'est pour dire que les Italiens sont habitués. Je crains qu'on ait peut-être une finale attaque-défense renfermée. Parce que quand un match par moment, on a vu en Ligue des Champions, quand on a un joueur comme Rudiger qui était sur Haaland, on a vu que Haaland n'a pas, on va dire une parenthèse, s'est pas retrouvé dans une finale. Ça peut arriver. On peut sacrifier. Je me rappelle qu'on avait sacrifié Cambiasso sur Messi à cette finale-là où Mourinho gagne avec l'Inter de Milan. Donc ça peut arriver. On peut faire des sacrifices. Ils sont habitués à le faire. Mais attention, quelque chose me dit que l'Inter peut créer la surprise parce que pour l'instant, tout est ouvert pour cette formation de Pep Guardiola. On se dit, c'est l'année de Pep Guardiola, mais attention aux Italiens. Moi, je pense que oui, l'Inter a les armes pour inquiéter Manchester City dans l'entrejeu. C'est vrai que la force de Manchester City, c'est le jeu de possession. Ce sont des milieux de terrain intelligents, doués, De Bruyne, Gundogan et Rodri. Mais du côté de l'Inter aussi, ils sont bien servis au niveau du milieu de terrain. On a Brozovic, on a Çalhanoğlu, on a Mkhitaryan. Et en plus, on a Di Marco, un joueur qui a montré de grosses performances depuis le début de la compétition. Donc, on voit que en ce qui concerne le milieu de terrain, l'Inter de Milan a les armes pour rivaliser en termes de possession. Et devant, encore, ils ont des joueurs pour conclure avec Lautaro Martinez et Edin Dzeko, dont on ne parle pas souvent. Je pense que c'est l'un des attaquants les plus sous-cotés de la planète européenne du football. Edin Dzeko, qui est un très bon attaquant, qui offre beaucoup de palettes en fixation, dans le duel aérien, et en plus qui est à l'aise pour marquer. Il a prouvé depuis la Roma jusqu'à l'Inter de Milan. Donc attention, l'Inter peut créer la surprise. Mais c'est une grosse pression aussi sur Manchester City, finalement. Briago, Pep Guardiola n'a pas du tout... une défaite encore, ce sera un gros échec. Non, c'est vraiment pour lui, parce qu'il a bossé depuis peut-être 5 ans pour arriver à ce niveau. Il perd en 2021, c'est ça, face à Chelsea. Et il est encore en finale, signe de sa maturité, mais de sa constance, de sa régularité. Maintenant, il doit forcément gagner pour marquer l'histoire de City. Il sait que c'est une pression énorme, mais cette pression-là sera positive. Aujourd'hui, il a compris que le football, c'est s'adapter. Il s'adapte aujourd'hui. Il ne joue pas pour jouer, il ne joue pas pour posséder. Il joue aussi pour gagner, même si ce n'est pas du très beau football. Donc, il avait dit qu'il a compris. Ce City-là vraiment joue sous pression, mais pour moi, je dis que c'est une pression positive qui va permettre à cette équipe d'aller de l'avant parce qu'il y a de la qualité. Il y a surtout une boulimie offensive qui est extraordinaire. C'est 8 buts contre Leipzig sur les 2 matchs, c'est 5 buts contre le Bayern sur 2 matchs, c'est 5 buts contre le Real Madrid. C'est une équipe qui sait marquer des buts. Et quand vous savez marquer des buts, vous avez cette aisance pour pouvoir garder votre résultat. Voyons le parcours des deux équipes jusqu'en finale. Non, je laisse.
Oh oui, le parcours des deux équipes. Donc, derrière vous, Marie-Christine, la phase de poule, l'Inter de Milan a battu, éliminé le Bayern de Munich. On voit 2 fois 2-0 en ce qui concerne les matchs aller et retour. Face au Victoria Plzen, on a également 2-0 et 4-0 pour l'Inter de Milan. En ce qui concerne la confrontation face au Barça, 1-0, 3-3. En 8e de finale, l'Inter de Milan élimine Porto, 1-0, 0-0. En quart de finale, ils éliminent le Benfica Lisbonne, 2-0 et 3-3. Et en demi-finale, ils ont éliminé l'AC Milan, le rival milanais. On a vu cette finale-là où l'Inter aurait pu faire la différence même au match aller. Ils ont manqué beaucoup d'occasions, mais la différence s'est fait sentir entre les deux équipes avant d'arriver en finale face à Manchester City. Balo, pronostic pour ce match? Pronostic, moi je dirais victoire de Manchester City aux prolongations ou au tir au but. Yellow? Victoire de l'Inter. Begriago? Victoire de Manchester City pendant les 90 minutes et plus. D'Angeles? Soit victoire 1-0 de l'Inter ou tir au but et puis le gardien camerounais nous fait ça comme Copa Barry. On a le parcours de Manchester City qu'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Oui, en phase de poule, les Citizens ont éliminé le FC Séville 4-0, 3-1. Oui. Ils ont éliminé dans la foulée Dortmund 2-1, 0-0. Et ensuite, ils ont enchaîné avec le FC Copenhague 5-0, 0-0. En 8e de finale, c'est le RB Leipzig qui a donc essuyé la foudre de Manchester City. En demi-finale, ils ont éliminé le Bayern de Munich. En quart de finale, ils éliminent le Bayern de Munich. En demi-finale, ils se sont imposés face au Real Madrid. Eh bien, 4-0 au match retour et ils arrivent donc en finale face à l'Inter de Milan. Voilà, on a hâte de voir cette magnifique finale entre Manchester City et l'Inter de Milan. On passe à présent au plus calé. Testons donc nos connaissances. Vous pouvez tester aussi vos connaissances chez vous à la maison. On joue en équipe. Équipe A, Yellow et Balo. Équipe B, Dorgelès et Begriago. Bon, Dorgelès, je ne sais pas pourquoi il fait la mine comme ça. Begriago, courage. Parce que je sais. Aucun commentaire. Le thème omnisport. On y va pour la première question. Madame, messieurs, au golf, comment appelle-t-on un trou joué en coup au-dessus du par? A, boogie. B, birdie. C, bunker. A, B ou C? Équipe B. Équipe B. B, un vilain B en plus. Équipe A. Yellow, le A aussi n'est pas si beau que ça. Pourquoi? Bon, d'accord. Bon, Yellow, n'oubliez pas le micro. Le B et le A. D'accord. C'est la réponse A, boogie. Le birdie est un trou joué un coup en dessous du par. Quant au bunker, c'est un obstacle sablonneux situé sur le parcours. Deuxième question. De quel sport Juan Manuel Fangio est-il une légende? A, golf. B, Formule 1. C, boxe. Golf, Formule 1 ou boxe? Équipe B. Donc là, ça sortit son plus beau B. D'accord, B. Yellow, vous allez m'expliquer cette histoire d'écriture bizarre. Regardez la crainte à la main. On réfléchit, puis quelqu'un écrit. B. J'ai compris, franchement, hein, Balo. Entraînez-vous. C'est la réponse B. Formule 1. Pilote argentin, 5 fois champion du monde en 1951 et 1957. Son record a tenu jusqu'au début des années 2000, où il a été battu par Michael Schumacher, puis Lewis Hamilton, 7 titres chacun. Fangio est décédé en 1995 à l'âge de 84 ans. Troisième question.
Quel pilote détient le record de titres au championnat du monde des Rally World Rally Championship, en abrégé WRC? A. Tommy Mäkinen. B. Sébastien Loeb. C. Sébastien Ogier. A, B ou C? Équipe A. Équipe A. Bon, là, c'est Yellow qui veut écrire maintenant. F, F. Équipe A, je vais siffler. Yellow, oui. Ah, d'accord. C. Bon, effectivement, c'est bien meilleur. Équipe B, j'espère que quelque chose ne s'est pas passé là-bas. Rien ne s'est passé. Non, passé. change pas. C. C'est la réponse B en plus. Vous avez tout. Les deux équipes ont perdu. B, Sébastien Loeb avec 9 titres. Le pilote français devant son compatriote Sébastien Ogier, 8 titres. Et les Finlandais Joa Ankkunen et Tommy Mäkinen qui comptent chacun 4 titres. Ah. 4e question. Au golf, lequel des tournois majeurs décerne aux vainqueurs une veste verte? A. US Open. B. Masters. C. USPGA. Le dernier, USPGA. A, B, C. A, US Open. B, Masters. Et C, USPGA. PGA. Le PGA. Équipe A, la réponse B. Très jolie B en passant, Yellow. Équipe B, la réponse C. C'est la réponse B, Masters. Le tournoi se déroule à Augusta, effectivement, dans l'État de Géorgie, aux États-Unis. Le légendaire Jack Nicklaus détient le record avec 6 titres, suivi de Tiger Woods avec 5 titres. 5e et dernière question, madame, soirée messieurs. en B, on dirait. Hein? Hein? Ça doit être une soirée en B. Hein? Quelle est la distance exacte du marathon en athlétisme? Une soirée en B, on verra bien. A, 42,165 km. B, 42,185 km. C, 42,195 km. A, B ou C? Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse B. C'était pas nécessaire, le plus beau B. C'est la réponse C. 42,195 km. Sur une distance de 42,195 km. Après aussi, on n'est pas des hommes du marathon. Oui, 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 c'est ça. Basket, quoi. Mauvais perdant. Ouais, non. Roulement de tambour. C'est l'équipe A composée de Yellow et de Ballot. Deux coureurs.